Bonjour à tous et bienvenue à la 5e soirée comme à la maison proposée par Family Phone, un service, vous le savez, qui vous offre une oreille attentive et qui se tient à l'écoute de tous les problèmes que vous pourriez rencontrer, problèmes d'ordre affectif, éducatif, etc. On va parler aujourd'hui, avec mes 3 invités, de l'âge de tous les dangers. Lorsque un jeune homme, une jeune femme sort de l'enfance, n'est pas encore entré dans l'âge adulte, vous l'aurez compris, on va parler d'adolescence. Celui des bouleversements physiques, affectifs, émotionnels, celui aussi de la confrontation aux parents, à ses éducateurs, etc. Et avec nos invités, nous allons comprendre les enjeux de cette période charnière de la vie d'un jeune homme, d'une jeune femme. Alors on va en parler avec vous, Bénédicte de Dinchin, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes conseillère conjugale et vous avez publié 2 ouvrages que je recommande, enfin un ouvrage en 2 tomes, Le couple dont vous êtes le héros, paru aux éditions Quasar. C'est un cahier coach, on va dire, vous serez un peu la coach avec nous aujourd'hui. Des ados, vous en avez. Et vous me disiez en antenne avant l'émission que pour vous, tout s'était très bien passé. C'est peut-être un signe d'encouragement pour les parents qui nous regardent. Ça peut bien se passer et puis on a aussi un regard plus ou moins positif sur ce qu'on vit. Parce que finalement, 2 minutes après notre conversation, je me souvenais de ce jour où je rentre à la maison avec un de mes enfants affalé sur le canapé, des chips par terre. Et là, je pense que tout l'immeuble a dû m'entendre hurler aussi. Donc voilà, rassurez-vous. Et tout le monde, on a vraiment une vie de famille animée. À cet instant-là, vous avez choisi action, réaction. Les chips, les canettes qui traînent, c'était pas possible. Il fallait agir tout de suite, battre le fer pendant qu'il était chaud. Ah, pas du tout. Moi, je travaille un peu comme les garagistes. Vous savez, on peut pas mettre les mains dans le moteur quand le moteur est bouillant. Il faut laisser refroidir. À ce moment-là, j'ai rien choisi du tout. Je crois un des pires moments qui est arrivé dans la vie de mes enfants, c'est un jour on revenait du cinéma, on était très énervés. Je m'étais imaginé qu'ils auraient dû se coucher tout seuls. Enfin, vous voyez, des choses un peu étonnantes, mais c'était mon raisonnement. Et j'arrive, évidemment, personne n'était couché. Et là, j'étais tellement en pétard, j'ai donné un espèce de grand coup de bras sur l'aquarium qui était sur le bureau d'un de nos enfants. Les poissons rouges ont valsé, sont transformés en sushis de l'autre côté de la chambre. Et là, je me suis dit, Bénédicte, il faut faire une formation en gestion de conflit. Et donc maintenant, je sais que, ok, action, ensuite auto-empathie, qu'est-ce qui se passe en moi, je me pose, et après, éventuellement, je réagis. Ça m'a beaucoup appris, merci aux poissons rouges. Eh bien, vous allez nous en partager un certain nombre de ces conseils, voilà, pour prendre ces situations à bras le corps et accompagner son ado dans cette période qui peut donc voilà, être pleine de surprises, mais aussi pleine de découvertes, et particulièrement pour les parents. Apprendre à porter un regard neuf sur un enfant qu'il redécouvre chaque jour, un peu nouveau, on va dire. Alors, si vous me permettez, apprendre à accompagner son ado, mais s'accompagner pour pouvoir accompagner son ado, comme je recharge mon téléphone pour qu'il puisse bien faire son travail. Excellent. À côté de vous, le père Pierre de Laval. Bonjour mon père. Et vous êtes curé de la paroisse Notre-Dame de Versailles. Les ados, quels sont les ados que vous côtoyez, que vous voyez passer à la paroisse? Est-ce qu'ils ont un petit uniforme de scout, un béret? Dites-nous tout. D'abord, ce qu'il faut dire, c'est qu'à Versailles, on a la chance d'avoir des assemblées où il y a des adolescents. Et c'est banal pour nous de le dire, mais ce n'est pas banal du tout en France. Et à force de les côtoyer à la messe et dans leurs activités, on finit par en connaître pas mal. On les voit souvent assez ponctuellement, de façon un peu plus durable, par exemple dans le scoutisme, mais à force de les voir ponctuellement, sur le temps d'un ministère en paroisse, on finit au bout de 3 ans, 4 ans, 5 ans, 6 ans, d'avoir une vraie histoire avec eux, de les avoir vraiment repérés, et de les avoir repérés comme prêtres, c'est-à-dire justement pas comme parents. Quels sont vos rapports? Vous leur offrez une écoute, une formation spirituelle, un accompagnement éducatif complémentaire à celui des parents? On prend assez rarement la responsabilité directe des adolescents, sauf par exemple dans le cadre des camps ski, il y en a à Notre-Dame de Versailles, il y en a dans différentes paroisses. Mais la plupart du temps, on les rencontre à l'occasion d'autres choses, que ce soit de la liturgie, que ce soit du scoutisme, que ce soit des serments d'autel, que ce soit de l'aumônerie, que ce soit des temps forts. Et finalement, on a des rapports privilégiés avec quelques-uns parce qu'à un moment, ils saisissent l'occasion de notre présence pour partager. Ou réciproquement, moi je trouve aussi responsable de notre part, quand on perçoit quelque chose chez eux, de les interpeller. Et alors, ils peuvent saisir l'occasion d'une conversation ou pas. On fait plutôt comme ça. On va voir, je pense, au cours de cette conversation, que le tiers
peut avoir un rôle très important dans l'épanouissement, la maturité de l'adolescent qui peut avoir des réticences à aborder certains sujets avec ses parents et il faut pouvoir, ou même en tant que parent, s'appuyer effectivement sur une tierce personne qui servira peut-être de courroie de transmission ou de relais. On va en parler également avec vous, Sébastien Muller, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur de plusieurs maisons qui participent de la protection de l'enfance sous l'égide des apprentis d'Auteuil. Alors, est-ce que vous pouvez, en quelques mots, nous présenter votre métier, un métier très très important, j'imagine, et lourd de conséquences, quoi. Je dirige en effet plusieurs services de protection de l'enfance. Donc moi, mon métier, c'est de manager et d'accompagner les personnels qui accompagnent les enfants qui sont confiés à nos établissements. Donc en France, l'aide sociale à l'enfance, c'est la structure départementale qui accompagne les enfants qui sont en danger ou en risque de danger dans leur famille. Donc le principe de base pour pouvoir être accompagné par l'aide sociale à l'enfance, c'est d'être en danger dans sa famille. Donc être en danger, ça veut dire a priori qu'on ne peut plus y rester ou que c'est très compliqué d'y rester. Donc ce qui veut dire que tous les enfants qui nous sont confiés, c'est des enfants qui arrivent souvent avec pas mal de traumatismes, alors qui peuvent être de tout genre. Chez les petits, c'est beaucoup de maltraitance, que ce soit physique, psychologique, sexuelle. Chez les adolescents, c'est plutôt de la carence affective. Les adolescents sont plus forts pour se défendre, donc il y a moins de maltraitance. Mais en tout cas, la base, c'est vraiment d'être en danger dans sa famille. Donc ça veut dire qu'on a des adolescents qui, dans nos établissements et services, posent souvent des problèmes de comportement. Et vous allez les accompagner comment? C'est de la formation professionnelle? Non, pas du tout. Les maisons d'enfants en protection de l'enfance, c'est des endroits où vivent les enfants parce qu'ils ne peuvent plus vivre dans leur famille. Voilà. Donc c'est comme une famille, sauf qu'il n'y a que des professionnels qui accompagnent ces enfants. Voilà. Ça ne veut pas dire que les parents sont hors jeu. Les parents ont toujours l'autorité parentale. Tous les enfants qu'on accompagne et les adolescents aussi ont des parents et qui ont l'autorité parentale. Mais ça se passe dans un endroit où ils ne sont pas avec leurs parents. Voilà. Donc c'est un accompagnement au quotidien comme on peut faire dans la famille. Donc c'est l'accompagnement à l'école, au collège, au lycée pour ceux qui sont scolarisés dans ces différentes structures, chez l'orthophoniste, au cours de judo, enfin tout ce que vous pouvez faire en tant que parent, mais ça se passe qu'avec des professionnels. Voilà. Quand je disais tout à l'heure que l'adolescence, c'est cet âge, un peu de tous les dangers, c'est très imagé de dire ça, mais où vraiment le jeune va connaître une transformation peut-être la plus spectaculaire de sa vie entière. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Sur la fin de votre phrase, je suis d'accord, c'est une période très particulière et sans doute unique dans la vie, en effet, où il se passe beaucoup de transformations. Après, je dirais que, je l'avais noté quand vous avez introduit le propos, l'âge de tous les dangers, moi je le dirais l'âge de tous les possibles, voilà, pour voir le côté plutôt positif, voilà, parce que c'est une période, en effet, extraordinaire pour l'être humain et qu'il faut accompagner du mieux possible. Quand je suis arrivé comme directeur à Apprentis d'Auteuil, vous savez, on a une tutelle spirituelle par les spiritains Apprentis d'Auteuil. Et notre délégué général à la tutelle nous avait parlé des disciples du chemin d'Emmaüs. Et j'ai toujours gardé ça en tête, c'est-à-dire dans l'idée que ces enfants en fait, et ces adolescents, on les accompagne vers un chemin où ils ne doivent pas aller. Parce que les disciples d'Emmaüs, ils s'en vont de Jérusalem et en fait, le Christ les accompagne à ce moment-là. Ouais. On va redonner juste les éléments de contexte. Le Christ est mort sur la croix. C'est le week-end et des disciples s'en vont, quittent Jérusalem, prennent le chemin d'un petit village qui s'appelle Emmaüs. Ils ne savent pas encore qu'il est ressuscité. Et puis arrive un troisième voyageur qui se joint à eux et les accompagne jusqu'à l'auberge où, miracle, ils le reconnaissent à sa manière de rompre le pain. On peut interpréter beaucoup de choses de ce passage-là, mais moi, ce qui m'a marqué, c'est que le Christ les accompagne à l'envers de là où ils doivent aller. C'est ça. Et c'est là où moi je vois bien ma mission, c'est-à-dire que l'idée c'est d'accompagner les adolescents là où ils sont, même si nous en tant qu'adultes et de professionnels, on sait que finalement c'est pas exactement là où ils doivent aller. Parce que mon père, si je dis pas de bêtises, ensuite il retourne à Jérusalem pour annoncer ce qu'ils viennent de voir, hein, c'est ça, disciples d'Emmaüs. Il retourne à Jérusalem pour raconter aux apôtres qu'ils ont vu Jésus ressuscité. Votre rôle à vous et les autres formateurs, c'est accompagner ces enfants dans une direction, les laisser un peu choisir, mais en toute connaissance de cause. Oui, le Christ, en fait, les brusque pas. Oui. Il les accompagne même à l'envers. Et c'est ça qui est très compliqué aussi en tant qu'adulte, c'est de se dire,
C'est pas possible. Je peux pas accompagner un adolescent en train de faire une crise, en train de se droguer, en train de boire. Je peux pas faire des choses comme ça. Eh ben, si on peut. Intéressant, Bénédicte de Ninchin, cette idée que les adultes, d'abord, c'est ce qu'on dit de toute éternité, les enfants n'appartiennent pas à leurs parents. Ils sont là pour faire éclore en eux une vocation et les accompagner ou les propulser en fait dans la vie. Et peut-être qu'à l'adolescence, c'est un moment clé où ils doivent être encore plus attentifs au talent, au génie propre individuel de l'enfant qui est en train d'éclore, d'éclater parfois sous leurs yeux. Alors il devrait, ce serait merveilleux si c'était comme ça. Ce serait merveilleux de voir dans un ado affalé toute la journée sur un canapé le génie créatif qu'il y a en lui et qui émergera dans quelques années. Je me demande toujours s'il faudrait mieux savoir l'avenir de nos enfants quand on est découragé ou au contraire surtout ne pas le savoir. Mais en tout cas, on ne le sait pas et comment faire avec ça. Donc oui, en théorie, les parents devraient faire ça. Mais ce que vous disiez, c'est que les éducateurs sont formés pour accompagner des jeunes, non pas ce lien affectif qu'ont les parents. Et les parents, finalement, c'est pas un métier d'être parent. Ça demande peut-être des qualités. On croit que ça demande des compétences. On les a pas toujours, et c'est décourageant. Moi, ce qui m'inquiéterait ce matin, ce serait de proposer justement une vision un peu idyllique en disant oui, soyons des découvreurs de talents et des défricheurs de je ne sais quoi, des accompagnateurs inconditionnels. Ben non, quoi. En fait, on est là, on a vu nos enfants grandir, ils étaient trop mignons petits, les gens faisaient des compliments, on les emmenait à l'école, ils nous disaient au revoir maman, bisous, tout ça. Et après, on a des gros gaillards qui sentent pas très bon et on sait pas quoi faire et on leur dit un truc, ils écoutent rien. De toute façon, ils prennent plus de place que nous dans la pièce. C'est aussi ça, être parent, quoi. Et dire, ben, avec ça, comment je fais, quoi. Et peut-être, s'il y avait un objectif, c'est je garde le lien et pas à tout prix et j'accompagne. Mais qu'est-ce que ça veut dire accompagner? C'est pas... Ça nécessiterait d'être précisé, quoi. Mon père, quand Sébastien Muller tout à l'heure disait c'est l'âge de tous les possibles, c'est aussi un âge où on voit une recherche, une quête qui peut être professionnelle, qui peut être culturelle, qui peut être spirituelle aussi. Il y a quelque chose de cet épanouissement, mais comme dans toutes les dimensions, j'ai l'impression. Est-ce que c'est quelque chose que vous avez remarqué aussi? L'image que je prendrais, c'est un peu... des personnes qui se retrouvent, enfin des conducteurs qui se retrouveraient soudain au volant d'une voiture beaucoup plus puissante et qui ne savent pas l'utiliser. Et ça se traduit de différentes manières. Mais par exemple par une sorte de mutisme. Moi, je prends cet exemple-là. Parfois, les parents nous disent « ils ne nous parlent pas, elle ne nous parle pas ». Mais en fait, je pense qu'elle ne parle pas ou qu'il ne parle pas parce qu'il n'a rien à dire. C'est pas qu'il cache des choses, c'est qu'il est en train d'approfondir un rapport à lui-même, un rapport aux choses, un rapport au monde. Et il y a une phase pendant laquelle il n'y a pas de facilité pour prendre en charge les choses, ni le rapport au monde, ni le rapport à la vie spirituelle. Et puis, c'est un temps incompressible. C'est un temps qu'il va falloir, vivre pour eux, accompagner pour l'entourage. Et puis, les choses vont se dessiner avec le temps. On pourrait déjà donner le conseil aux parents qui nous regardent de laisser faire, une forme de lâcher prise. C'est pas parce que l'enfant ne dit rien qu'il est apathique, ou c'est pas parce qu'il est turbulent, comme vous disiez, c'est la voiture trop puissante, que c'est une fatalité. Peut-être un moment où il faudra l'inscrire un peu plus au sport. Enfin, je vais poser des questions très naïves, mais Sébastien Muller, qu'est-ce que vous en pensez de ce point de vue-là? Peut-être que le lâcher prise, oui, mais ça ne veut pas dire laisser faire. Il y a juste une nuance à avoir parce qu'on peut avoir l'impression en tant que parent que le fait de lâcher prise par rapport à quelque chose qu'on ne contrôle plus, en effet, ces adolescents qui viennent un peu, qui changent beaucoup, par rapport à enfants où, en tant que parent, on contrôle souvent pas mal les choses. Et ça ne veut pas dire laisser faire. C'est ça qu'il faut arriver à se dire que accompagner différemment, d'une manière où on ne sait pas exactement ce qu'on vit en tant qu'adulte, ça ne veut pas dire laisser faire. Ce que je dirais, c'est que globalement, les adolescents, à cette période-là de la vie, qui compte le plus, c'est le groupe de pairs, c'est plus du tout la famille. Donc les centres d'intérêt des ados, en fait, ils sont à tous les endroits, sauf dans la famille. Voilà. Et pourtant, en général, les parents, ils aimeraient que ça soit ici parce qu'ils sont quand même assez inquiets de ce qui se passe. Voilà. Donc ça veut dire que souvent, les discussions ou les interactions qu'il peut avoir,
l'adolescent, il n'a pas envie que ce soit avec ses parents ou avec ses éducateurs, même si nous, on va chercher dans le cadre de notre travail à faire ça, mais c'est souvent avec les pairs que ça se joue. C'est une interaction qui devient horizontale entre camarades, entre pairs, comme vous disiez, et là, l'interaction verticale s'estompe un peu. Est-ce que le rôle du parent, c'est de la restaurer ou de maintenir le lien, ou c'est justement d'observer ça et de dire c'est cet âge de la vie, ça fait partie du lot, il y reviendra plus tard. Quel est le bon positionnement, si je puis dire, le curseur, horizontal, vertical? Bénédicte. Peut-être ce qui aide à maintenir le lien, c'est de clarifier, c'est-à-dire d'avoir un cadre avec un adolescent qu'on pose ensemble et qu'on va vraiment essayer de tenir et en priorisant. Donc pas laisser faire l'accessoire. Est-ce que ces tenues vestimentaires, finalement, c'est si important? Est-ce que le piercing, c'est la fin du monde? Est-ce que c'est important d'ailleurs pour lui ou pour moi me sentir un bon parent? Ça nécessite un peu de discernement. Mais après, les incompressibles, les points non négociables, ceux-là se mettent d'accord. Évidemment, en donner le sens à notre enfant. Et d'expliquer le sens à son enfant, c'est pas mal parce que ça force à se poser la question en disant finalement pourquoi j'y tiens autant. Et puis ensuite, quand on pose un cadre, ça signifie avoir aussi des sanctions. S'il n'y avait pas de cadre, par exemple, de code de la route, j'aurais peut-être conduit à tombeau ouvert pour arriver à l'heure ce matin. Pourquoi j'ai fait attention? Parce que je sais qu'il y a un code de la route, il y a des sanctions et ce à quoi je m'expose. Et après, d'ailleurs, je peux choisir de conduire très vite. Bien sûr. Et parfois, dans une famille, il y a plusieurs types de conflits. D'ailleurs, dans toutes les relations, il y a des conflits de cadre, des conflits de besoins et des conflits de valeurs. Et ça peut être intéressant de se dire, je passe d'autoritarisme à laxisme parce que le cadre n'est pas posé. Et c'est épuisant de renégocier. Donc en fait, en tant que parent, de prendre soin de soi, c'est de dire, je clarifie. Et c'est dur, parce que moi, je me souviens, un de mes enfants, il me dit, je rentre à quelle heure? Je me dis, oh là là, si je lui dis de rentrer à 10 heures parce qu'il a école, ça va durer 2 heures. On va argumenter. Et alors, lâchement, je lui dis, pas trop tard. Et alors là, c'est épouvantable, parce que je sais qu'à long terme, je suis perdante. Mais à court terme, j'éloigne le problème. Mais en fait, je le fais grossir, parce que pas trop tard, ça veut dire quoi? Et c'est assez insécurisant pour lui parce qu'il ne sait pas pourquoi. S'il rentre à 10 heures, moi je suis de très bonne humeur et je dis c'est sympa de me dire bonsoir. Ou s'il rentre à 10 heures et que moi je suis soucieuse de je ne sais quoi et je vais lui tomber dessus parce que le cadre n'était pas bien posé. Et ça, c'est un vrai problème pour les parents d'aujourd'hui, parce que, d'aujourd'hui, d'hier, de toujours certainement, c'est cette tentation du laxisme pour garder le lien. Parce qu'on n'a pas envie de perdre ce dialogue, ce fil ténu du dialogue avec son ado, qui veut en faire un peu qu'à sa tête, ou qui cherche, qui pousse un peu pour voir où sont les limites. Et combien disent, ok, voilà le téléphone portable, d'accord, la télé, ou les sorties cinéma, la permission de minuit. Et ils le font peut-être à contre-cœur, et ce n'est pas nécessairement un cadeau pour l'ado. Or, mettre des limites, être un peu, pas le père fouettard, mais le parent exigeant, c'est aussi épuisant. On peut comprendre que des parents lâchent l'affaire. Qu'est-ce que vous leur diriez à ceux qui se disent « mais c'est trop tard, j'ai lâché depuis trop longtemps, maintenant je ne pourrais plus mettre de limites ». Ils ne comprendraient pas. Non, je leur dirais courage. C'est ça, courage. Bravo d'encore essayer. Oui. C'est jamais trop tard. Et puis je vous comprends tellement. Peut-être qu'une inquiétude aussi pour un parent, c'est de ne pas être aimé. Et par besoin d'être aimé, on peut poser des actes ou justifier des choses, etc. Et puis peut-être aussi dire à son enfant, si je suis inquiet, c'est pas que je te fais pas confiance, mais c'est que moi je suis inquiet et que moi j'ai besoin d'être rassurée. Et moi je me souviens un jour, j'étais très très inquiète avec un de mes enfants, je savais plus comment faire, la vraie maman fusionnelle. Et puis quelqu'un me dit, mais si tu sais pas comment faire, demande-lui. Je comprends pas la question, je dois faire quoi? Mais demande-lui, qu'est-ce que je peux faire pour toi? C'est pas compliqué, c'est la question du Christ, j'avais juste pas réfléchi à ça. Et donc, je m'adresse à l'enfant en question, ça paraissait insurmontable. Je lui dis, qu'est-ce que je peux faire pour toi? Il me dit, ça. Dans sa tête, c'était hyper clair. Et ça m'a aidé aussi. D'ailleurs, c'est une question que le Christ pose à un aveugle. Que veux-tu que je fasse pour toi? Et il répond, que je vois, Seigneur, à l'évidence. Mon père, que vous disent les jeunes de leurs parents? Est-ce qu'ils les trouvent en moyenne? Je ne sais pas si on peut faire au doigt mouillé. Ils disent, mes parents ne comprennent rien, ils sont à la masse, ils sont trop durs, ils sont trop souples. Ce que je constate, c'est qu'il y a régulièrement des situations bloquées autour d'un certain nombre de questions conflictuelles. Une des questions types, c'est être libre ou pas de sortir. Voilà. Et sur l'alternative laxisme, rigorisme,
je suis très convaincu par la nécessité de parler. C'est-à-dire que des parents prennent du temps avec un adolescent pour prendre la parole, non pas à chaud, mais à froid. Et sans imposer le dialogue, si un parent a quelque chose à dire à son enfant, il lui dit, il ne lui impose pas de répondre, il lui dit. Et réciproquement, moi je conseille souvent à des adolescents en difficulté par rapport à leurs parents de leur raconter des choses. Pas tout, je leur dis, tu racontes pas tout, mais tu racontes des choses pour que tes parents se rendent compte que tu grandis. Que tu grandis de ce que tu es en train de vivre. Et Sébastien a cité Les disciples d'Emmaüs, qui est un texte que je trouve important aussi. Et dans l'itinéraire de la rencontre entre Jésus et les disciples d'Emmaüs, ce que Jésus commence par faire, c'est leur donner la parole. Il leur dit « De quoi discutiez-vous en chemin ?» Et c'est seulement après qu'ils ont parlé, après qu'ils ont fini de parler, que Jésus, après, va dire quelque chose. Et moi, je trouve ça vraiment important qu'il y ait dans les familles des espaces conçus comme tels, au moins de la part des parents, où ils se disent on va donner la parole. Et on ne va pas d'abord porter un jugement de valeur sur ce qui est dit. On va d'abord renvoyer ce qui a été dit. Ce que je comprends de ce que tu dis, c'est ça. Et quand l'adolescente aura dit bah oui, bah peut-être on pourra parler de quelque chose. Excellent. Ça, c'est un bon conseil, je pense, qu'on peut donner aux parents qui nous regardent, c'est d'apprendre à écouter leurs enfants, de marquer un temps de pause, de se rendre disponible à cette expression de ce qu'ils vivent au quotidien, parce que les parents se laissent peut-être un peu enfermer dans ce rôle d'éducateur, de la parole qui tombe d'en haut comme ça, et de l'enfant qui doit obtempérer. Parce que c'est assez célèbre chez les chrétiens aujourd'hui, pour les couples, la nécessité de devoir s'asseoir régulièrement pour partager. Quand bien même on discute d'habitude, prendre un temps dédié pour discuter. Et personne n'en parle jamais pour les relations parents-enfants. Alors que ça, c'est pas moins nécessaire. Le tour de table sans débat où chacun peut dire quelque chose juste pour être entendu, ça me paraît assez dynamique dans une vie commune, alors à l'intérieur de la famille et aussi ailleurs que dans la famille. Ça, c'est un truc d'ailleurs qu'on peut reprendre à son compte, que l'on soit en couple, avec des parents avec des enfants plus jeunes ou en grande réunion de famille. C'est de pouvoir exprimer son sentiment, ses états d'âme, et y trouver une écoute attentive et pas des réponses toutes faites ou ne lancer que des débats politiques ou sociétaux autour de la table le dimanche midi, mais simplement dire « Comment vas-tu ? Voilà ce que je ressens aujourd'hui. Je vous le livre. » Pouvoir trouver cet espace, non, Bénédicte, je vous vois dire pas sûr. Oui, mais en même temps, ça peut ne pas du tout fonctionner. D'accord. C'est génial de pouvoir inventer en famille des rituels. Oui. Par exemple, on emmène un enfant au resto le jour de son anniversaire à la crêperie avec juste les parents. Oui. On avait commencé à faire ça nous paraissait génial. On disait, on est une famille formidable de faire ça et tout. J'avais lu des livres sur l'éducation, tout ça. Alors on emmène notre enfant au resto et puis là, mais il s'est tellement ennuyé en disant mais qu'est-ce que je vais dire, mais seul aux parents. Et puis petit à petit, ça a pris, il a fallu du temps. Maintenant, ils attendent leur resto d'anniversaire, etc. Mais voilà, moi j'aime. Ce qui m'a beaucoup aidé en éducation, c'est un petit paraphe au début d'un livre que j'avais lu qui disait avant j'avais des théories, maintenant j'ai des enfants. Et c'est vraiment important que, en tout cas pour moi, que tout ce qui est dit ou ce que moi je peux dire aujourd'hui, c'est du prêt-à-porter, mais c'est à chaque famille d'en faire du sur-mesure parce que chaque famille est unique. Donc oui, si on peut faire des rituels, je connais des gens comme ça qui avaient instauré le dîner des mutins avec leurs enfants un soir par semaine. C'était la mutinerie organisée, les enfants pouvaient dire chacun, moi ce que je trouve dur c'est ça, moi je suis pas d'accord avec ça, et puis comme dit le père, personne ne réagissait. Ça c'est la théorie. Dans la pratique, c'est que votre enfant, il part, il dit voilà, je pars, puis au moment où il ferme la porte, il est presque dans l'ascenseur, il dit au fait je dors chez Julie. Et là, il n'y a pas de cadre. Et on fait quoi? Et là, peut-être qu'il tend une perche, ou peut-être qu'il se débrouille pour justement... Voilà. Et peut-être aussi, c'est au moment où on est fatigué, on doit décharger les courses, ou je ne sais pas quoi, qu'on sent qu'on peut saisir quelque chose, et là, dire, on n'attend pas le dîner, machin, courage, j'y vais. Et pour y aller, peut-être aussi se dire, là, qu'est-ce que je ressens quand mon enfant me dit, je dors chez Julie? Est-ce que je ressens de la panique? Est-ce que je ressens de la joie? Enfin, il y a une Julie depuis le temps que je l'attends.
Est-ce que je ressens de la déception? J'aurais aimé qu'il m'en parle. Et quel est mon besoin? Ça prend quelques secondes de faire ça, cette auto-empathie. Et, une fois que je vais mieux, je dis alors, est-ce que tu veux en parler ou pas, machin. Mais je peux avoir une attitude centrée sur l'autre et non pas en étant envahie par ce que je ressens, ce qui est parfois le cas quand un enfant nous dit quelque chose peut-être important pour lui, mais en tout cas qui résonne très fort chez nous, parents, quoi. Sébastien Muller, je vous en prie. J'engagerais aussi à pouvoir formuler à son adolescent ce qu'on ressent soi-même. C'est-à-dire, peut-être pas au moment où l'enfant, juste en partant dans l'ascenseur, dit « je vais dormir chez Julie », mais en tout cas, à ce moment-là, nous, on a ressenti des choses. Si on arrive à faire suffisamment d'introspection pour savoir ce qu'on a eu, arriver à le formuler à son enfant à un moment donné, c'est très intéressant. Parce que du coup, ça l'oblige à travailler un peu le sentiment d'empathie, ce qui est pas simple à l'adolescence, et notamment avec ses parents. Oui. Ça l'aide à se décentrer, c'est ça. Et c'est vachement intéressant. Moi, en fait, vous disiez, je suis conseillère conjugale, mais je suis conseillère conjugale et familiale, donc je reçois aussi des familles. Et ce qui est intéressant parfois, dans un cabinet, c'est beaucoup plus facile de le faire que chez soi, c'est de dire à un enfant, mais quand ta mère t'engueule là, quand elle est en train de dire « ouais, j'en ai marre de ton bazar », qu'est-ce qu'elle ressent? Et alors, avec une famille, on avait travaillé sur des petits décodeurs émotionnels en s'inspirant de la communication non violente. Donc, derrière un jugement, un reproche, les exagérations familières, t'es toujours en retard, t'es jamais à l'heure, tu te laves jamais, voilà. À proscrire. Eh ben, qu'est-ce qu'il y a à proscrire ou à décoder, finalement? Qu'est-ce qu'il y a derrière? Eh ben, il y a un besoin non satisfait du parent. Et parfois, c'est à lui d'en faire le deuil, c'est très clair. Et puis parfois, non. Il a vraiment besoin de coopération, de soutien, de reconnaissance. Si la chaussette qui traîne par terre a le pouvoir de le rendre dingue, c'est quoi là le besoin du parent? Et donc soi-même, comme vous le disiez, le réaliser, le nommer. Pas je supporte plus tes chaussettes, mais quand je vois tes chaussettes, mais je me sens tellement découragée parce que j'ai l'impression que tout le mal que je me donne pour ranger ne sert à rien. Et encore une fois, c'est dur à dire. C'est pour ça que si jamais là, on a la chance que des enfants nous entendent, des ados qui se rappellent que quand papa ou maman gueule, je parle comme ça, derrière, ils ont peut-être une chose importante, un besoin important, et ils savent juste pas le dire autrement maintenant parce que eux aussi, c'est des vrais gens fatigués, découragés. Donc les ados tout ça. qui nous regardent peuvent faire aussi de la pédagogie avec leurs parents. Vraiment. En disant, mais pourquoi réagis-tu comme ça d'une manière si emportée? Explique-moi, veux-tu t'asseoir? Oui. Et parfois même avec affection, moi de temps en temps mes enfants, force de m'entendre, ils me blaguent, ils me disent « Alors maman, un petit découragement ?» Et j'oscille entre l'exaspération et voilà. Si on arrive là, c'est vraiment un très bon signe. Il y a quelque chose dont on peut parler et que l'on pourrait extrapoler de la relation de couple, c'est ces fameux langages de l'amour qu'un couple peut apprendre, devrait apprendre à bien maîtriser pour trouver une parfaite coordination, j'allais dire, entre ses désirs, ses attentes enfin, c'est dans un monde rêvé, bien sûr, mais enfin, on peut quand même l'atteindre. Et l'adolescent, lui aussi, a ses langages de l'amour, c'est ça? Si vous pouvez nous en dire un mot. Les langages de l'amour, en fait, c'est peut-être le canal privilégié qu'a chaque personne de se sentir aimé. Oui. Et si, par exemple, quelqu'un pour lequel les compliments sont importants, vraiment entend des compliments de la part de son entourage ou des gens qui comptent pour lui, alors ce sentiment profond d'être aimé va l'aider à se donner et puis à être consciente de sa valeur. Donc, dans un couple, ça fonctionne bien comme ça. Certains sont plus sensibles aux services rendus, aux compliments, aux moments de qualité, à la tendresse ou aux cadeaux. Et en fait, les enfants, c'est la même chose. Donc, par exemple, un enfant qui est très physique, qui a besoin de câlins, un geste brusque va avoir 10 fois plus d'impact sur lui. Un enfant qui a besoin de compliments, qui est vraiment touché par les compliments, quand on lui fait un reproche, qui pourrait paraître anodin à un autre, ça va être terrible pour lui. Et donc, s'intéresser au langage de l'amour non pas des enfants, mais de chacun de ces enfants comme enfant unique, moi, je trouve ça génial en tant que maman, parce que moi, ça m'aide à mieux découvrir que mon enfant est unique, surtout l'écueil des familles nombreuses où on éduque un peu, on aurait tendance à éduquer en masse, mais ça, c'est de l'élevage et pas de l'éducation. Donc, c'est bien pour soi, le parent, ça angle le regard, et puis c'est formidable pour l'enfant, parce qu'on va l'aider aussi à conforter son estime de lui. Et c'est ça aussi, peut-être, qui peut aider un adolescent, c'est vraiment de se sentir aimé, comme il est. On peut donner cette recommandation, voilà, intéressez-vous à vos enfants, comprenez quels sont leurs moteurs en fait. Si ils n'ont pas d'humour, ça ne sert à rien d'essayer de leur faire des blagues ou de les charrier tout le temps parce que ça va les enfoncer encore plus. Si la parole valorisante, dont vous parliez il y a un instant, ou le service rendu, ou le cadeau, ou d'ailleurs le moment de qualité, la fameuse soirée au restaurant, si ce n'est pas son langage, ce n'est pas la peine d'essayer de s'enfermer là-dedans. Ça fait que
renforcer le mutisme ou le sentiment peut-être de l'ado que ses parents décidément l'ont pas compris. Est-ce que vous notez chez ces ados, on l'a esquissé au début de l'émission, une appétence, un désir pour comment dire, la transcendance ou on parlait du dépassement de soi. Est-ce que ça, c'est aussi quelque chose que vous pouvez noter? Quand on discute avec des adolescents sur un itinéraire, c'est qu'ils disent, par exemple, que le scoutisme les a fait grandir dans la foi. Alors, moi, je vais au camp, hein, je sais ce qu'ils font, et je trouve que c'est pas très spirituel. C'est-à-dire, c'est pas explicitement spirituel. Et donc, c'est pas une retraite, ils jouent le jeu scout, et au bout du compte, ils disent que ça les a fait grandir dans la foi. Et à mon avis, ce qu'ils disent en disant ça, c'est autre chose. C'est qu'ils ont vécu une expérience humaine forte, et ils la relisent comme expérience de foi. Mais ils ont trouvé leur place, on leur a donné leur place, ils ont pris le risque d'être loin de chez eux, ils ont pris le risque de la vie sociale, ils ont été heureux d'exister pendant quelques temps, et ils le relisent comme une expérience de foi. Mais en tout cas, c'est assez flagrant que jusqu'à 15 ou 16 ans, ils ne font pas de l'existence spirituelle ou de la réflexion spirituelle un enjeu. C'est parce qu'ils ont eu du goût à la vie qu'ils trouvent que la foi peut avoir du sens. Voilà. Alors que explicitement à l'intérieur d'un camp, il y a des choses assez formelles autour de la foi, mais ce qui les porte et ce qui leur fait dire que c'est une expérience de foi, c'est pas parce qu'il y avait ces moments-là. Est-ce que c'est pas aussi parce que les moments sont réglés, que la journée répond à un timing donné? C'est-à-dire qu'on imagine les adolescents très bordéliques, je vais parler simplement, alors qu'en réalité, il y a peut-être un désir peut-être pas d'ordre en tant que tel, mais de rendez-vous. Voilà. Les parents disent souvent que les adolescents se lèvent pas, par exemple, le matin ou je sais pas quoi. Or, au scout, ils se lèvent le matin, parce que c'est la règle, et personne s'en plaint. Pour les séjours au ski, à 9h, ils sont sur les pistes. Puis il n'y a pas de débat pour savoir s'ils vont se lever ou pas. Et faire son lit. Ouais, c'est ça. Ouais. Et donc, en fait, ce qui me frappe, moi, c'est que l'expérience des parents et l'expérience des animateurs ou des prêtres ou des éducateurs, c'est pas la même. C'est normal. Allez, c'est normal. Je vous laisse réagir. Non, mais les ados sont des bons produits d'exportation. Ils sont formidables chez les autres. Voilà. Ah bah absolument. Recevez les ados des autres. Il voilà. Était parfait. Avant, vous êtes sûr? Ça ne doit pas être le même. Nous, on connaît les adolescents parce qu'on les connaît et parce que les parents nous en parlent. Et de fait, on n'a pas l'impression de parler des mêmes. Mais peut-être aussi que hors de sa famille, on se sent autorisé, les adolescents ou tout le monde d'ailleurs, parfois à montrer un autre aspect de sa personnalité. Et c'est pour ça que moi je crois beaucoup au scoutisme, mais au sport de haut niveau, à l'engagement associatif, en fait, à des relais éducatifs. Parce qu'on l'a beaucoup dit, hein, c'est vraiment une priorité d'essayer de garder le lien. Mais parfois, quand on n'arrive pas à garder le lien, se dire mais il y en a d'autres, oncle machin, une marraine, effectivement un chef scout ou le mège, etc. Et prendre des relais. Et puis en plus, de manière assez curieuse, on peut dire des choses assez exceptionnelles à son enfant qui ne va pas du tout entendre, voire les contrer, ça l'aide et c'est très bien. Et une autre personne dira la même chose. Et là, tout d'un coup, ça aura un écho incroyable. Voilà, exactement. Donc profitons-en, une chorale et tout. Mais c'est peut-être justement, les ados, attention, ne sont pas tous schizophrènes, au contraire, ils n'ont pas une double personnalité, mais Sébastien Muller, ça peut leur faire du bien d'avoir des projets. En fait, les parents doivent nourrir chez eux des projets, des ambitions nouvelles dans lesquelles ils peuvent se dépasser. Bien souvent, ils vont les trouver eux-mêmes, leurs projets. Même s'il est affalé dans son canapé, vous inquiétez pas qu'il aura des projets parce qu'il est quand même centré, ce que je disais tout à l'heure, sur son groupe de pairs. Je voulais revenir sur la valorisation. C'est des fois très difficile en tant que parent d'arriver à trouver des choses pour valoriser son enfant. Parce que du coup, on est souvent à dire ah, « tu te lèves pas, oui, tu es affalé, oui ». Enfin, on a tous les prétextes en tant que parent pour pouvoir dire à son enfant « tu fais pas ça, ou tu fais toujours ça, ou tu as du mal à te lever ». Voilà. Et du coup, d'arriver à se dire, à changer de prisme un petit peu, de dire bah, « je vais essayer de pointer la chose qui va bien », c'est pas facile, ne serait-ce que déjà d'y penser. Alors, et souvent, on va pouvoir se dire « bon, ouais, il s'est levé ce matin pour aller à l'école, mais c'est normal ça en fait, on attend ça ». Oui, c'est normal, mais c'est intéressant de le valoriser. D'accord. Et du coup, quand on arrive à changer ça aussi, eh ben, on donne en tant que parent une image de son enfant différente. On lui permet d'être autre chose avec nous, voilà, avec le parent.
Et du coup, pour moi, c'est fondamental d'arriver à trouver ces moments-là en tant que parent, de prendre un temps à certains moments, quand c'est compliqué avec l'adolescent ou l'adolescente, de se dire qu'est-ce que je peux, moi, en tant que parent, valoriser chez mon enfant. Comment faire pour que la valorisation ne passe pas pour un propos moralisateur? Range ton bol après avoir mangé tes céréales. Comment dire? Ah, je te félicite d'avoir rangé ton bol dans la machine. On a fait avancer les choses dans cette maison. Voici une médaille. Non, il ne faut pas que ce soit hypocrite. Non, il ne faut pas que ce soit hypocrite, mais si vous arrivez à vous-même à le remarquer, c'est-à-dire, vous pouvez dire, là, en fait, tu as rangé ton bol, c'est normal, mais moi, ça m'a fait plaisir que tu ranges ton bol. Et donc, du coup, bah, ouais, j'ai juste rangé mon bol. Mais oui, mais n'empêche que vous avez remarqué quelque chose qu'il a fait de manière positive. Oui. Et c'est ça qui est intéressant. Et je voulais revenir aussi sur les règles, on en a parlé tout à l'heure. À partir du moment où on va poser un cadre qui est strict, la difficulté qu'on va avoir très rapidement avec l'adolescent, c'est que l'adolescent va faire voler en éclats ce cadre. Voilà. Et donc, du coup, la difficulté pour les adultes, c'est de dire comment je vais arriver à maintenir ce cadre. Voilà. Et souvent, on n'arrive pas à le maintenir. Voilà. C'est un peu le problème avec les adolescents qui posent des problèmes, c'est qu'on n'arrive pas à le maintenir. Je préconise le fait qu'on puisse, de manière générale, négocier le cadre. Et la négociation du cadre, elle passe par la discussion. Donc moi, dans mon métier, enfin, on le fait beaucoup avec les adolescents, mais moi j'ai 4 enfants et je l'ai fait avec mes enfants. Donc on faisait toutes les semaines ce qu'on appelle des conseils de famille, et on parlait des règles de la vie dans notre petite communauté. Et en fait, ce qu'il faut arriver à faire en tant que parent, c'est qu'il y a des règles, Bénédicte tout à l'heure le disait, qui ne se négocient pas. Mais ces règles-là, il faut arriver déjà à les identifier. Quelles sont les règles qui ne se négocient pas? Et est-ce que la règle que je vais poser qui ne se négocie pas, est-ce que je suis sûr qu'elle ne se négocie pas? C'est ça qui est extrêmement compliqué. Et du coup, moi je me souviens en tant que parent, c'est qu'il y a des règles qu'on prenait collectivement. Donne-nous un exemple. Par exemple, quand on a à se dire, quand on est une famille avec 4 enfants, bon, ok, comment ça va se gérer sur les menus, le débarrassage, enfin des choses, voilà. Ça, c'est un problème collectif. Bon, du coup, comment on l'organise? Et du coup, on essaye d'impliquer tout le monde dans l'organisation de ça. Et en fait, quand on commence à parler comme ça, il y a des idées qu'en tant qu'adulte, on n'a pas du tout. Voilà. Et du coup, on peut prendre aussi des décisions collectives. Et quand on prend des décisions collectives, l'adolescent ou l'enfant se sent très associé à cette décision. Et du coup, il va être d'autant plus amené à la porter et à la mettre en place. Donc ça, c'est assez positif. Et après, il y a des points où, du coup, on ne sait pas si un sujet amené relève d'une décision collective ou d'une décision de l'adulte, du parent. Voilà. Et là, il ne faut pas hésiter, me semble-t-il, à dire à son enfant ou à ses enfants, ben là, en fait, on va différer la décision parce qu'il faut que j'en parle avec maman ou avec papa pour qu'on voit, du coup, si c'est nous qui décidons ou si, du coup, on le met à la collectivité de la famille. Voilà. Ça, on soumet au vote populaire. Alors, au vote familial. Ouais. Et en l'occurrence, il y a quand même beaucoup de choses dans les conflits entre parents et enfants qui relèvent de l'organisation familiale. Voilà. Il faudrait qu'on dise quand même un mot des familles dysfonctionnelles, familles à problème ou familles monoparentales, qui peuvent être tout à fait fonctionnelles, mais dans laquelle le rapport à l'ado ou de l'ado à son parent, sa mère, son père sera peut-être un peu différent. Est-ce que là-dessus, vous pouvez nous donner quelques pistes? Dans les enfants qu'on accueille, majoritairement, c'est des enfants qui sont issus de familles monoparentales. D'accord. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de père ou de mère dans la situation, mais en tout cas, l'enfant, au moment où il y a eu beaucoup de problèmes, il vivait qu'avec son papa ou avec sa maman, majoritairement avec la maman d'ailleurs. Et donc, le gros problème qu'il y a, c'est qu'il n'y a plus de triangulation, c'est-à-dire qu'on n'a plus le père ou la mère qui va pouvoir temporiser à un moment donné de conflit. Voilà. On n'est qu'en duel, et souvent, on est quand même dans une relation très, très intense, très forte. Et donc, une des solutions, c'est d'arriver à trouver une triangulation. Alors, qui va passer par l'extérieur en général, hein, parce que si on n'arrive pas à le faire, ou si on n'a pas de conjoint, ou si voilà, on est seul. Mais l'idée, c'est d'arriver à trouver un support qui va pouvoir trianguler. Alors, ça peut être un ami de la famille, ça peut être les scouts, ça peut être... Mais il faut trouver quelqu'un qui triangule. Il n'est pas possible de faire autrement. Ce qui est compliqué, c'est pour ça qu'il y a un père et une mère, c'est qu'on est deux à pouvoir se positionner et à aider l'autre aussi. Et quand on est un papa tout seul ou une maman tout seul, en fait, on ne peut pas occuper les deux places.
C'est pas possible, on ne peut pas se couper en deux. Bénédicte, une réaction là-dessus? Je partage alors vraiment tout à fait ce que vous dites, hein, je n'aurais pas dit mieux. Je voudrais revenir sur les compliments. Vous disiez, mon enfant débarrasse le lave-vaisselle, je peux à la fois dire c'est normal et merci de l'avoir fait ou range son assiette, que sais-je. En fait, ce qui piège parfois nos relations avec les ados, c'est le c'est normal. Ce qu'ils font bien, c'est normal, et ce qu'ils font pas bien, évidemment, je vais le voir. Et ce matin, je me rappelais cette parole, c'est parents, n'exaspérez pas vos enfants. Je crois que je vais la mettre en gros sur mon frigo, parce qu'on risque de les exaspérer, ça c'est une chose, navrant pour eux, mais soi-même aussi de grossir ce qui va mal et de ne plus voir ce qui va bien. Et moi, je voudrais pas que mes enfants m'en veuillent à la suite de cet entretien, mais je me souviens un jour, un de mes enfants devait changer d'école et se présenter dans un lycée. Et c'était un moment où moi, je trouvais que les choses étaient difficiles entre nous. Et j'ai appelé une de mes amies en disant « mais il va avoir un entretien, qu'est-ce que je peux dire comme compliment ?» Et alors elle l'aime beaucoup, et puis c'est une vraie amie, elle le connaît bien et tout, mais elle m'a dit 12 qualités d'un de mes enfants. Et voilà, ça c'était peut-être un coup de fil de triangulation hyper efficace. Et puis aussi, moi je travaille beaucoup avec des jeunes sur l'estime de soi ou des adultes à l'école de Jean Montbourquette. Et pour Jean Montbourquette, favoriser l'estime de soi d'un enfant, ça passe par à la fois les montrer qu'on l'aime pour qui il est et pour ce qu'il fait. Et donc, quand on fait des compliments à un enfant, vraiment, pas juste des compliments sur les bonnes notes ou parce que tu as aidé pour le couvert, mais aussi lui dire « mais je suis contente de te voir » ou « on fête ton anniversaire », etc. Et puis, petit à petit, glisser par ah ben, bravo pour ta bonne note, mais tu peux être fier d'avoir réussi ça. Et donc, aider notre enfant à conforter son estime de lui pour ses compétences, donc sa confiance en lui, et pour sa personne, pour que, on ne sait jamais, il puisse arriver à se dire, et c'est peut-être notre objectif à chacun, je suis une personne unique et irremplaçable. Et ça, c'est un socle. Alors, on ne le voit pas, hein, c'est le socle immergé de l'iceberg, mais de conforter ça comme parent, ça veut dire que dans toute sa manière qu'il aura de s'affirmer, parfois dangereuse, maladroite, etc., ça va jouer. C'est comme si on lui donnait une forme de colonne vertébrale affective. Mon père, sur cette question du tiers, de la triangulation. Je trouve ça bien que vous repreniez les deux mots parce qu'ils sont apparus dans notre échange depuis le début. Et moi, ça me paraît vraiment important. C'est-à-dire que la solution de la relation parent-enfant, elle n'est pas dans la relation parent-enfant. Elle est dans la référence, pour le dire comme ça, à un tiers. Et je trouve que c'est une vraie responsabilité éducative pour des parents que d'envisager et d'organiser ou d'encourager, parce qu'on ne peut pas complètement l'imposer non plus, bien sûr, hein, que les enfants aient affaire à autre chose. Et pas simplement dans le cadre d'une relation interpersonnelle, même si ça a son importance, mais je trouve que le scoutisme, il joue vraiment comme tiers. Parce que ce tiers, c'est des adultes que sont les chefs, mais qui sont aussi assez proches en âge, finalement, des jeunes, puisqu'ils peuvent avoir 5 ans, 8 ans, 2 ans d'écart avec eux. Oui. Il faut préciser que l'ordinateur n'est pas le tiers en question. Non, parce que beaucoup de parents peuvent l'imaginer. Aujourd'hui, des relations se tissent, se nouent sur Internet. Et je ne parle pas que des réseaux sociaux, mais même des jeux en ligne, etc., avec leur communauté, avec leur code, avec des dialogues qui s'instaurent entre personnes physiques, mais à des kilomètres et des kilomètres d'écart, des milliers de kilomètres. Ce n'est pas nécessairement ce que vous recommanderiez. Dans ces modes de communication que peuvent avoir les jeunes aujourd'hui, qui des fois peuvent dépasser nombre de parents, là aussi je préconiserais d'accompagner. Moi j'ai souvenir en tant que parent, encore une fois, hein, quand ma fille, peut-être à 14 ou 15 ans, m'a dit en fait j'ai une copine qui est à Grenoble. Comment ça, tu as une copine à Grenoble, en fait? Et puis, j'ai envie d'aller la voir. Mais attends, tu l'as jamais vue, on ne connaît pas les parents, etc. Bon, elle avait eu cette relation-là. Bon, du coup, nous, en tant que parents, on a décidé d'accompagner ça. Du coup, dire, bah, OK, alors, du coup, comment tu envisages la chose? Comment ça pourrait se faire? Il faut que nous, on soit rassurés. On ne va pas te laisser partir comme ça. Voilà. Mais du coup, on a accompagné le truc. Voilà. Et c'est ça qui est important. Et alors, à l'arrivée, ça à l'arrivée, ça a fonctionné. Du coup, on a eu les parents au téléphone, les choses se sont montées, elle a pris un train, etc. Et voilà, ça a duré le temps que ça a duré. Mais alors qu'on aurait pu se dire, mais c'est super dangereux, etc. Ce qui était possible aussi. Mais du coup, en rentrant dans ce sujet-là, ça a permis aussi de garder le lien, de savoir à peu près ce qui se passait. Voilà. Et c'est souvent un peu, notamment avec Internet et les réseaux sociaux, c'est que du coup, comme on ne comprend pas,
et il y a beaucoup de choses qui nous échappent complètement sur les réseaux sociaux, ben, on met ça à distance, quoi. Alors reconnaissez que c'est plus facile parce que là on est dans du concret, vous pouviez décrocher votre téléphone, appeler les parents de cette jeune fille. C'est plus compliqué pour un parent d'aujourd'hui de se mettre à jouer à Fortnite ou d'aller sur Snapchat ou... Oui, mais ça ne veut pas dire le faire pour tous les sujets, parce qu'il y a des sujets qui intéressent pas forcément de jouer aux jeux vidéo. Il faut aussi accepter qu'il ait ces choses à lui, l'adolescent. Là, Bénédicte, il y a quelque chose que vous m'aviez dit hors antenne et que j'avais trouvé intéressant et qu'on pourrait creuser, c'est que le parent ne doit pas oublier qu'il a été un ado lui-même et que dans sa relation à ses propres ados, qu'il se rappelle l'adolescent qu'il a été. Ça se passe même quand on va rencontrer un professeur de son enfant. Vous savez, un parent va voir un professeur, on croit qu'il y a 2 adultes dans la salle pour parler d'un enfant. En fait, pas du tout. Il y a l'élève qui a été le professeur, l'élève qui a été le parent, et c'est un bazar terrible parce que les choses sont pas très claires. Et quand on parle avec notre enfant ado, il y a l'enfant qu'on a été, l'ado qu'on a été, et puis toutes nos inquiétudes. Ou alors c'est moi qui projette peut-être sur les autres parents mes inquiétudes. Mais je trouve ça formidable de faire comme vous avez pu le dire, non pas de dire à votre fille « mais c'est vraiment nul d'avoir une copine virtuelle », mais de dire « moi je suis inquiet et puis comment on fait avec ça en fait ». Après, pour les écrans, on en parle comme si c'était une évidence que tous les ados étaient tout le temps devant des écrans, etc. Et les enfants, comme nous peut-être, on a pu le faire ados, sont très habiles pour dire aux parents « mais tous les autres le font ». Moi, à l'époque, c'était les Stan Smith, c'est de nouveau à la mode, mais tout le monde en avait, et donc il fallait les avoir. Et peut-être aussi de dire, est-ce que c'est vrai que tout le monde en a? Parce que le tout le monde, c'est peut-être mes 3 meilleurs potes, ou ceux avec lesquels je voudrais être amie. Et puis peut-être de mettre des règles. Alors moi, je suis partisane pour certains micro-sujets, mais de règles totalement arbitraires. Donc nous, on avait dit, c'est tel âge pour quelques-uns des sujets, parce que j'avais pas le courage d'affronter une négociation permanente, mais j'ai choisi mes armes parce que je sais que je n'avais pas beaucoup. Donc c'est important de dire, pas de smartphone avant tel âge, parce que ça a du sens pour nous, parents. Peut-être pas de petit ami qui dort dans ta chambre pour telle et telle raison, parce que ça met toujours de poser la question du sens. Qu'est-ce que ça dit de moi, adulte? Et puis peut-être de temps en temps oser raconter à son enfant, tu sais, moi, c'est pas que l'alcool, je trouve ça nul, mais il m'est arrivé ça un jour, j'étais en boîte ou je sais pas quoi, et ça a été tellement dur pour moi, j'ai peut-être pas envie que tu revives la même chose. C'est ça. Ça, c'est de la pédagogie pure et simple, et ça dédramatise les choses. Puis ça remet aussi le parent dans les yeux de son ado. Ça le rend peut-être plus humain, si je puis dire, ou plus copain, sans non plus faire forcément copain-copain avec ses propres enfants. Ça, je sais pas ce que copain, vous en j'y tiens pensez. pas moi, mais humain, c'est important. Oui. Puis un sujet qu'on n'a pas évoqué, c'est l'école. Moi, dans les ados que je reçois, là où les parents, en fait, beaucoup, la relation est compliquée parce qu'ils voient leur enfant comme un élève. Et ce qui est formidable dans le scoutisme, au théâtre, la chorale, etc., c'est que le chef scout, il sait pas la note qu'il a eue en maths, quoi. Et le prof de théâtre, s'il est nul en SVT ou en rédaction. Et c'est soulageant pour un enfant de pas avoir... il y a beaucoup d'inquiétudes à cause du contexte économique sur le chômage et tout. Donc, les parents veulent que leurs enfants fassent des bonnes études. Et donc, déjà, quand ils sont très jeunes, cette pression. Et parfois, ça plombe complètement la vie familiale. On ne parle que des notes, que de l'école. Et de se dire, mon enfant n'est pas un élève. Ça, alors, il est autre chose. Mais qu'est-ce qu'il y a à voir? Et comme vous le disiez, peut-être à admirer chez lui. On rentre dans les 5 dernières minutes et on va juste rappeler à ce stade 2 choses. Bon, la première, c'est qu'effectivement, l'amour parental n'est pas fonction des résultats scolaires de son enfant. Ça, je crois qu'il faut se tenir pour dit. Et la deuxième, c'est que vous venez d'esquisser les influences extérieures, pornographie, les écrans, etc. C'est des choses qu'on va aborder dans une prochaine vidéo. Donc, restez bien connectés, restez à l'écoute de ces futures soirées Family Phone, comme à la maison, puisqu'on va en reparler. Mon père, cette question, lui faire comprendre que si on lui refuse les Stan Smith ou le téléphone portable, c'est aussi parce qu'on ne veut pas que son enfant devienne un clone de tous les enfants. Parce qu'il y a cette tentation un peu grégaire, on parlait des relations horizontales entre les ados. Si on regarde la sortie du lycée, on peut ne plus les différencier au bout d'un moment, par mimétisme en fait. Est-ce qu'il y a quelque chose d'important à leur apprendre qu'ils ont une singularité? C'est sûr qu'il y a forcément un enjeu si on constate... comme vous le disiez, qu'ils ont tendance à vouloir ressembler. Leur donner l'occasion de faire une expérience singulière, ça vaut le coup. Je ne suis pas complètement spécialiste du scouting, mais je constate qu'il y a un exercice qui consiste à les faire partir en raid, c'est-à-dire tout seul ou à deux quand ils sont jeunes, et ensuite tout seul pendant 24 heures.
Et ça a un effet assez fort sur eux. Ils vivent ça comme un temps vraiment fort, ouais, c'est vrai. Il y a à la fois le besoin d'être pareil que les autres et à la fois avoir sa propre identité. C'est la recherche identitaire à cette période-là. Moi, je voulais juste revenir aussi sur le sujet de la coopération là, que j'ai abordé tout à l'heure sur les règles, pour dire aussi que c'est assez important de discuter des conséquences du fait des actes que l'on pose. Voilà. Oui. S'il y a un acte qui est posé, qu'il soit positif ou négatif, c'est quoi la conséquence? Ça ne veut pas dire que c'est une règle immuable, elle peut évoluer, mais en tout cas, on se met d'accord ensemble. Voilà. Et du coup, une fois qu'on s'est mis d'accord, ce qui est très important, c'est que l'adulte respecte ce qu'il a dit. Voilà. Parce que du coup, j'entendais là tout à l'heure Bénédicte qui disait pour l'alcool, par exemple, mais comme pour le téléphone portable, les adolescents sont très très forts pour pointer les incohérences des adultes. Oui, tu dis qu'il ne faut pas que j'utilise le téléphone à table. Mais toi, tu passes ton temps sur ton téléphone. Mais toi, tu es en train d'envoyer un texto. Mais Bien pourquoi sûr. tu fais ça? Parce que je suis l'adulte. Ah, bah ouais, mais bon, moi, je suis un adulte demain matin, en fait. Je suis adolescent. Téléphone portable, mais même pour l'alcool, voilà, on boit des verres avec des amis, etc. Adolescent qui est là, 16 ans, 17 ans, non, tu es mineur, tu ne bois pas d'alcool. Donc, c'est intéressant des fois d'arriver aussi à être cohérent. Voilà. Donc quand on arrive à discuter d'une conséquence, et moi vraiment c'est fondamental d'arriver à déterminer avec ces adolescents quelques conséquences, pas toutes parce que des fois on improvise et puis des fois c'est les adultes qui décident des conséquences. C'est important de le faire. Voilà. Bénédicte, je voyais acquiescer, dire oui, tout à fait. Je voudrais parler aussi du soutien pour les parents. Oui. On dit parfois qu'un chrétien seul est un chrétien en danger. Un parent seul est peut-être un parent en danger aujourd'hui. Et il y a plein de moyens d'avoir du soutien. Il y a des groupes Facebook formidables. Moi, je suis en fait un peu une fan des réseaux sociaux. Mais il y a aussi les chantiers éducation des AFC. Il y a les groupes du Clerc Amour et Famille. Il y a beaucoup de municipalités qui proposent des soutiens à la parentalité. Et je crois que d'y aller, ce n'est pas une preuve d'échec, c'est une preuve de courage, d'humilité et de pugnacité. Et puis vos livres, Le couple dont vous êtes le héros, paru chez Casar, un cahier coach en 2 volumes. Et puis celui de Larousse, en fait. J'ai écrit chez Larousse voilà, un cahier spécial parentalité. C'est peut-être celui-là qui est le plus fructueux aussi. Parfait. Mon père, on pourrait rester sur ce mot de la fin de cohérence. L'unité de vie, c'est aussi quelque chose de très chrétien. Pour les parents, aussi bien dans leur relation à l'autre parent qu'au tiers et à leurs enfants. Enfin, moi, mon message final, ça serait de dire que, quoi qu'il en soit des difficultés autour de l'adolescence, il n'y a pas trop matière à s'inquiéter. Alors moi, je n'ai pas d'adolescent à la maison, donc je parle de ce point de vue-là. Mais j'entends parfois des chrétiens qui disent que l'adolescence n'est pas une période propice à l'aventure spirituelle. C'est une sorte de parenthèse où la vie spirituelle ne serait pas facile, contrairement à l'enfance, contrairement à la période adulte. Alors moi, j'ai plutôt le sentiment qu'il faut prendre au sérieux ces années-là, parce qu'au contraire, c'est un moment de questionnement, de renouvellement et d'approfondissement qu'il faut saisir, de manière paradoxale, parce qu'il n'y a pas tellement d'attente, de formation toute faite, etc. Moi, je trouve que cette période un peu de transition est, au contraire, découvrir et affermir une aventure spirituelle. Mais ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup, Père. Merci à tous les 3 et merci à tous de nous avoir suivis. Et je vous donne rendez-vous pour une prochaine soirée comme à la maison. Merci à tous et à bientôt.